Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie. Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Est-ce que la France va vraiment produire des médicaments face aux pénuries? Peut-on réussir à se réindustrialiser? Est-ce que le pays d'ailleurs sera capable d'assurer en énergie? Parce qu'il y a eu l'appel d'Engie là avant-hier. Les questions de souveraineté à la une ce matin, Roland Lescure, et beaucoup d'interrogations aussi autour des nouvelles technologies et l'intelligence artificielle d'ailleurs avec le grand salon Vivatech aujourd'hui à Paris. Vous étiez donc hier en Ardèche aux côtés d'Emmanuel Macron pour annoncer la relocalisation de la production de médicaments prioritaires fabriqués à l'étranger. Alors, c'est une liste de 450, c'est ça, dont une cinquantaine prioritaires. À partir de quand et comment alors ça va être Alors, ça commence dès aujourd'hui, en fait. Donc, parmi les 50 qu'on souhaite relocaliser, les 450, c'est ceux qui sont importants. Mais sur certains d'entre eux, on n'a aucune inquiétude parce qu'ils sont produits un peu en France, un peu en Allemagne, un peu en Espagne. Ceux sur lesquels on est inquiet, c'est ceux pour lesquels on a juste une source de production, par exemple en Chine, ou sur lequel on a des inquiétudes sur notre capacité à livrer, je dirais. Donc par exemple, GSK, qui est une entreprise anglaise mais qui est installée en Mayenne, a annoncé hier, ça fait partie des 25, qu'ils allaient augmenter la production d'amoxicilline. Vous vous souvenez, l'amoxicilline, c'est l'antibiotique dont il faut reconnaître qu'on a eu quelques tensions cet hiver. Donc ils avaient déjà augmenté. Aujourd'hui, ils en produisent à peu près plus de 60 millions de doses. Ils vont passer à 80 millions de doses. Donc ça veut dire qu'on va produire plus d'amoxicilline. Ça ne veut pas dire qu'il faut en consommer. Vous savez qu'on consomme beaucoup d'antibiotiques en France. Donc, de ce point de vue-là, il faut rester mesuré, il faut avoir en tête le fait que parfois, trop d'antibiotiques tuent les antibiotiques, si je puis dire. Mais malgré ça, GSK va produire plus d'amoxicilline en France. Et donc, oui, on va en plus créer de l'emploi en Mayenne, grâce à cette relocalisation de médicaments. Est-ce que l'on sait d'ailleurs, dans le cadre de ce plan, sur les médicaments, combien d'emplois pourront être créés là à l'avenir? Non, parce que, en fait, ce qui est beau dans l'industrie, c'est que vous en créez un, vous en gagnez 3 ou 4. C'est-à-dire, vous créez un emploi industriel, mais autour de l'usine, on crée des emplois de service, on crée des emplois de service public. Donc, ce qui est intéressant dans l'usine, dans l'industrie, c'est l'effet d'entraînement que ça a. Hier, on était... Ou l'inverse, quand on ferme. Quoi. Exactement. On l'a vu, quoi. Exactement. On a vu des territoires entiers se vider. Parce que, moi j'appelle ça la cathédrale industrielle. L'usine disparaissait, elle partait au bout du monde. Quand vous n'avez plus rien à servir, les services, ils partent aussi. Et notamment les services publics. On parle beaucoup de déserts médicaux. Si on veut avoir un écosystème fort, il faut des cathédrales industrielles, il faut ces lieux qui sont à la fois des lieux d'emploi, mais des lieux d'entraînement pour le territoire. La désindustrialisation, c'est la colère qui monte. Il faut le reconnaître, c'est les partis extrêmes, notamment l'extrême droite, qui a monté dans les territoires éloignés. Moi, je me suis engagé en politique pour qu'elle recule. Ça tombe bien, quand une usine ouvre, c'est l'espoir qui renaît. Oui, c'est ça. Alors, mais là, est-ce qu'on va être capable de produire immédiatement? Vous avez parlé de GSK en Mayenne, mais il faut quand même du temps aussi. Exactement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On a un plan à court, moyen, long terme. Long terme, c'est l'innovation. On y reviendra tout à l'heure. Il faut que la France invente les médicaments de demain. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les biothérapies, on en importe 80-90%, donc il faut qu'on innove. Et ça, on va le faire, on parlera de Vivatech. Ensuite, à moyen terme, il faut qu'on recrée des lignes de production. Donc je parlais de GSK tout à l'heure, on a Séquence qui va monter une usine de principes actifs de paracétamol dans l'Isère. Donc on fera notre paracétamol chez nous. Puis à court terme, faut gérer l'urgence. Donc on passe en revue l'ensemble des médicaments qui risque d'être un peu tendu, et on met en place un plan. Ça s'appelle le plan blanc. On l'annoncera en détail avec François Braun, mon collègue de la santé, le 5 juillet, de manière à ce que, même cet hiver, évidemment, on fasse tout pour qu'on ait zéro pénurie. Mais d'ailleurs, on a un problème, on ne connaît pas les stocks, en fait, aujourd'hui. Alors, pourquoi Non, mais alors, on connaît les stocks, par exemple. Non, mais de façon précise, oui. Mais... Voilà, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on connaît mal les stocks qui sont chez les pharmaciens, qui font une bonne partie du boulot, d'ailleurs, de stockage, parce qu'évidemment, quand vous allez chez votre pharmacien, et que vous lui demandez une boîte de paracétamol, il va pas la commander. Il l'a derrière lui, en général, juste derrière lui, sur l'étagère. Et donc, on a besoin d'améliorer. Autant des nouvelles technologies, ça va se faire, et ça va se faire vite, parce que ça devrait déjà être fait, il faut le reconnaître. L'ensemble des stocks disponibles, ceux qu'il y a dans les pharmacies, ceux qu'il y a entre la production et les pharmacies, ce qu'on appelle les grossistes répartiteurs, bref, qu'on puisse tout agréger pour bien comprendre à la fois combien et où on en a aussi, parce que c'est vrai que si vous allez chez un pharmacien qui vous dit, bon, écoutez, aujourd'hui j'ai pas de paracétamol, mais à 2 coins de rue, vous allez en trouver. C'est déjà plus simple
que de dire, vous en aurez peut-être à 2 coins de rue, peut-être à 3. Certains d'entre nous ont dû faire ça cet hiver. Donc on est en retard sur ce plan de collecte informatique. On a eu un espèce de réveil collectif, il faut le reconnaître. On a eu la Covid. Bon. Et aux sorties de Covid, il y a eu énormément de volatilité dans la consommation, la bronchiolite, la grippe, les gastro-entérites. Donc on s'est retrouvé avec une espèce de tempête parfaite. Il y a eu besoin de beaucoup d'amoxicilline, par exemple. Et on s'est rendu compte à cette occasion-là qu'on n'avait pas assez d'infos et qu'on n'avait pas assez de production. Donc on y répond. Oui, alors les auditeurs se posent la question quand même, Roland Lescure. Alors avant, on produisait beaucoup en Inde, en Chine, etc. Aussi parce que c'était moins cher. Il y avait des lignes de production à moindre coût. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être rentable ou est-ce que les médicaments vont, par exemple, augmenter ? On se rend compte que la dépendance a un coût. Quand vous dépendez d'une zone de production qui est à des milliers de kilomètres, ça vous coûte moins cher aujourd'hui, mais ça risque de vous coûter plus cher demain. Donc c'est vrai que la souveraineté, c'est un coût. Alors, on va pas produire, par exemple, je parlais du paracétamol tout à l'heure, le même paracétamol qu'en Chine, qui est un paracétamol très peu coûteux, mais qui est produit essentiellement beaucoup avec de la main-d'œuvre. Nous, on va avoir des processus plus innovants. Et donc, séquence, j'en parlais tout à l'heure en Isère, ça va être une nouvelle méthode de production qui va être très productive, donc qui va être moins coûteuse. Mais à la marge, ça va coûter un peu plus cher. Ah oui. Un peu plus cher. Non. Mais les médicaments donc vont augmenter. Non, certains médicaments, en fait, un petit peu. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le prix des médicaments, il baisse. Ouais. Ça se voit pas toujours sur les dépenses de santé parce qu'on en consomme de plus en plus. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être baisser un peu moins certains médicaments importants, parce que on fait pas ça pour rien, un engagement des producteurs à produire plus en France, puis on va peut-être tous s'organiser pour en consommer un peu moins, parce que en France, vous le savez, là, on est un peu champion du monde. Bon, est-ce qu'on est en mesure de faire face à une réindustrialisation, si ça marche ? Parce que j'ai vu la sonnette d'alarme tirée par Engie, on va manquer d'énergie là dans les années qui viennent, quoi. Non, on va devoir produire plus d'énergie, vous savez quoi ? Oui. C'est un projet industriel de plus. C'est-à-dire que construire des EPR, au fond, c'est construire une énorme usine. Donc c'est vrai qu'on est en train de finaliser avec le président de la République et la première ministre ce qu'on appelle la planification écologique. Vous vous en souvenez ? Il avait parlé de ça à Marseille pendant la campagne. Donc on est en train de faire un bilan global de ce qu'il va falloir produire comme électricité, comme biomasse aussi, pour fournir les centrales, les nouvelles centrales qui chauffent les usines et qui remplacent le gaz ou l'essence par de la biomasse, des déchets recyclés. Donc on est en train de faire tout ça de manière à s'assurer que dans les années qui viennent, on ait assez d'électricité. Ça va être un travail phénoménal. EDF va pas manquer de boulot, c'est clair. Mais pour moi, c'est un projet extrêmement enthousiasmant. Je trouve qu'on a toujours tendance un peu trop à voir le verre au quart vide. Là, attendez, parce qu'il y a des inquiétudes. Non, mais ce qui est un peu normal, c'est que vous avez vu les tensions. Attendez, pardon, mais vous avez vu les tensions sur l'énergie en fait cet hiver. Donc les Français, on va dire baisser la lumière, baisser le gaz, baisser le chauffage, etc. Les médicaments arrêter d'en consommer parce qu'il n'y en a plus. Donc c'est pas que le verre à moitié vide. On a réussi face à des tensions. À se retrousser les manches, à se mettre au boulot et à le faire ensemble. EDF, ils ont bossé énormément pour remettre leur centrale en marche. C'est vrai qu'il y avait un défi, parce qu'on avait ce qu'on appelait la corrosion qui est apparue dans certaines centrales qu'il fallait réparer. Les Françaises et les Français ont fait des efforts. Chapeau. Après, on n'est pas mort de froid en France cette année. On a baissé un peu le chauffage dans nos logements, au bureau. Je peux vous dire que dans mon bureau, j'avais ma petite laine moi aussi. Ah bon ? Mais au fond, c'est très bien tout ça. On fait face à une crise. On se serre les coudes, on se retrousse les manches et ensemble, on y fait face. Et là, c'est un défi majeur qui est un défi industriel, qui va créer de l'emploi, qui va créer de l'indépendance, qui va créer de la richesse, qui va nous permettre de décarboner la France. Donc en plus, vous savez, on réconcilie fin du mois, fin du monde. On réconcilie économie, écologie. Moi, je trouve ça extrêmement enthousiasmant. Bon, est-ce qu'on peut donner en fait des chiffres, Roland Lescure, sur la création ou pas d'emplois liés à la réindustrialisation ? Parce que moi, je vois aussi tous les jours encore des usines qui ferment aussi. Je ne vais pas donner la liste, mais il y en a partout aussi. Il y en a qui ferment. Alors, celles qui ferment, on les aide. On essaie de s'assurer que les employés soient évidemment requalifiés, reformés vers d'autres emplois. Et c'est vrai que on crée des usines et on en ferme. La différence, c'est que pendant des années, on en fermait plus qu'on ouvrait. Depuis 5 ans, et particulièrement depuis 2 ans, 2021-2022, on en a ouvert 200 de plus qu'on en a fermé. Et l'objectif, c'est d'accélérer. Donc sur l'emploi, on a créé plus de 100 000 emplois industriels depuis 5 ans. C'est à la fois beaucoup et trop peu. Dans l'ensemble de l'économie, on a créé 1 300 000 emplois. Il faut qu'on crée
1 million d'emplois dans l'industrie. Donc il faut qu'on décuple les efforts. Mais c'est ce qu'on va faire. On a arrêté de décliner. On a stabilisé. On a commencé à redémarrer de l'emploi et des usines. Il faut qu'on accélère. Ouais. Il y a aujourd'hui le grand salon Vivatech. Hein, c'est autour des technologies. Vous y allez en fait tout à l'heure. Quel est l'enjeu en fait aujourd'hui? Est-ce que la France et l'Europe on est dépassés par les Chinois, les Indiens et les Américains? Non, l'enjeu, on est en avance sur certains dossiers. Par exemple, sur l'hydrogène, on a plus de brevets que n'importe qui en Europe, n'importe qui au monde, pardon, ouais. Je parle de l'Europe, et la France est très en avant là-dessus. Donc il y a des sujets sur lesquels on est en avance, des sujets sur lesquels on est en retard. Le sujet, j'allais dire, de l'année, c'est l'intelligence artificielle. Bah oui. Et là, on démarre tous à peu près sur le même plan. Il y a une ou deux entreprises emblématiques, on les connaît, qui ont démarré un peu avant les autres, mais franchement, pour le ministre de l'Industrie que je suis, l'enjeu majeur, en fait, il est passé de la Startup Nation à la nation industrielle. L'industrie d'aujourd'hui et de demain, c'est une industrie qui s'appuie sur le numérique. On a une boîte fantastique en France qui s'appelle Exotech, qui fait de la logistique totalement robotisée. Elle, c'est une start-up. Elle a besoin d'un peu de capital pour se développer et elle sert les usines. Donc en fait, tout se recoupe. On va réindustrialiser la France en faisant ce qu'on appelle des usines 4.0, c'est-à-dire des usines numériques, efficaces. Donc là, il n'y a pas d'emploi, hein. Alors, il y a des emplois. Non, mais hier, on a été chez Schematech. Schematech, c'est une boîte géniale en Ardèche qui fait des baskets. Toutes les baskets du monde sont aujourd'hui faites en Asie. On va fabriquer des baskets en Ardèche. Bon ben, grâce à l'intelligence artificielle. Mais oui, c'est une usine fantastique. On l'a visité avec le président hier. Ils ont limité le nombre de coutures. Vous savez, grâce à l'intelligence artificielle et aux robots, au fond, on va fabriquer une basket. Salomon, Millet, donc des boîtes très connues, avec une couture sur le côté et une couture à la semelle. Donc ça veut dire 50 emplois tout de suite, 150 emplois demain, dans une ville qui fait 800 habitants. C'est énorme. Et évidemment, qui va entraîner d'autres emplois. Donc vous dites, Roland Lescure, en quelque sorte, n'ayez pas peur face à l'intelligence artificielle. Parce qu'on dit que la ChatGPT va remplacer l'intelligence artificielle 80 à 90% des emplois actuels. Il y a des emplois qui vont devoir évoluer, il y a des nouveaux emplois qui vont devoir se créer. Le défi majeur pour les politiques comme moi, c'est d'accompagner la formation, d'investir dans l'avenir, de réguler. Par exemple, sur l'égalité femmes-hommes, l'intelligence artificielle, si vous la laissez faire, elle a tendance à être un peu machiste, vous savez, parce que elle reproduit les comportements du passé. Donc il faut réguler tout ça. Mais on va y arriver, évidemment. N'ayez pas peur et surtout allons-y. Il y a le salon du Bourget dans quelques jours. Le secteur de l'aviation est capital pour la France aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable d'assurer en fait une transition, puisqu'on doit être dans la décarbonation? Bien sûr, il va falloir, parce que si on continue à avoir des avions qui consomment le kérosène qu'ils consomment, on ira dans le mur. La bonne nouvelle, c'est que l'industrie est prête. Aujourd'hui, en France, l'industrie aéronautique est prête à concevoir un nouvel avion qui sera ce qu'on appelle un avion extra frugal, c'est-à-dire qui va consommer très très peu d'essence. Et en plus, cette essence, il sera propre puisque ce sera de l'essence fait à partir de recyclage de déchets. Donc ça va prendre une bonne dizaine d'années de développer. Dans une dizaine d'années, on pourra avoir ce carburant. Alors les carburants, on les a déjà. Il faut augmenter la part des carburants dits propres dans les avions. Le nouvel avion, ça va prendre un peu plus de temps. Mais c'est un nouvel avion qui est développé par Airbus, par Safran, par toute une kyrielle de PME qui travaillent, et là encore, dans les territoires. L'aéronautique, on en a partout en France. On en a évidemment à Toulouse, on en a dans la Somme, on en a en Haute-France, on en a à l'Ouest. C'est une industrie extrêmement porteuse, dont la France est championne. On en a besoin d'autres comme ça. Il faut qu'on retrouve notre statut de champion dans l'automobile, par exemple. Roland Lescure, il y a beaucoup de bruit autour de remaniement. Vous vous sentez concerné, potentiellement, justement, ou pas? Moi, franchement, j'ai le plus beau job du monde. Ça fait 1 an que le président de la République et la première ministre m'ont fait l'honneur de me nommer ministre de l'Industrie. Être ministre de l'Industrie, aujourd'hui, c'est génial. Ce qui n'est pas facile, parce que c'est toujours Emmanuel Macron qui fait les annonces. Mais non, mais quand il fait les annonces, la preuve, on en parle. Oui. Et moi, du coup, derrière, je peux continuer Vous faites à le agir. service après-vente. Mais pas seulement, je fais surtout le service action. C'est-à-dire que lui, il parle, il lance les travaux. Derrière, faut pédaler. Et moi, je pédale et j'adore ça. Pédaler, j'adore le vélo d'ailleurs. Bon, vous adorez le sport. Kylian Mbappé, ça vous inquiète s'il part effectivement à l'étranger? Moi, j'aimerais bien qu'il reste. En tout cas, moi, je soutiens le PSG depuis toujours. En tant que ministre de l'Industrie, il doit rester... En tant que supporter, un peu, jusqu'au boutiste du PSG, en tout cas, j'aimerais bien qu'il reste. Mais vous êtes pessimiste quand même. Un peu. Oui. Merci, Roland Lescure, ministre en charge de l'Industrie, était l'invité ce matin de Sud Radio.